Alors, allons-y. Donc, bonjour à tous. Je suis Clémence Philippot du concours Passerelle et nous allons donc pendant ce webinaire voir ensemble quels sont les avantages d'une poursuite d'études en grande école de commerce après avoir déjà validé un premier diplôme à Bac+2. Donc, pour ça, hop, je ne suis pas seule. Nous avons pour l'instant deux intervenants. Nous avons donc Alexia Garetta, qui est directrice commerciale à Excelia Business School. Bonsoir Alexia. Bonsoir à tous, ravie d'être avec vous ce soir. Nous avons également Jérémy Stahl, qui est donc étudiant en deuxième année de programme grande école à BSB. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous. Et peut-être que nous aurons la chance d'avoir Apolline Schweitzer, qui est étudiante en deuxième année de programme grande école à l'ESC Clermont Business School. Mais c'est les aléas du direct, elle essaye de se connecter. Donc, on verra si elle nous rejoint pendant la suite du webinaire. Donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui déjà qu'est-ce qu'une grande école de commerce, comment bien se renseigner dessus, et évidemment, on vous expliquera comment se passe le déroulé des études une fois qu'on intègre une grande école de commerce après avoir déjà validé un premier diplôme à Bac+2. Donc, on fera des focus sur l'international, la vie associative, les stages, l'alternance. Et après, bien sûr, on vous expliquera donc comment est-ce qu'on peut intégrer les écoles passerelles avec les modalités du concours 2023. Et on fera aussi un point à la fin sur le financement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous avons aussi Lucille qui est présente en coulisses pour répondre à toutes vos questions. Et évidemment, voilà, vous pouvez utiliser l'espace Q&A ou discussion. Donc, allons-y. Alors, pour introduire, est-ce que, Alexia, tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'une grande école de commerce? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce qui existent en France. Oui, tout à fait. Donc, alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 350 écoles de commerce. Parmi ces 350 écoles de commerce, sachez qu'il n'y en a que 38, donc les meilleures écoles, qui font partie de la conférence des grandes écoles, donc qui est une association qui regroupe justement ces 38 écoles de commerce, mais également 200 écoles d'ingénieurs et qui est un gage de qualité pour l'excellence académique de ces écoles. Donc déjà, quand vous avez une école qui fait partie de la conférence des grandes écoles, sachez que, j'aimerais dire, vous êtes entre de bonnes mains. Voilà, déjà, un premier pas est fait. Et après, il y a aussi d'autres marqueurs qui sont importants, donc notamment le visa et le grade de master. Donc ça, ce sont deux notions aussi à regarder de près. Donc pour simplifier vraiment au maximum, le visa, pour vous expliquer, c'est vraiment la reconnaissance par l'État, par le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà, c'est la première étape. Et après, quand on parle de grade de master, c'est la reconnaissance en fait d'une équivalence d'un niveau académique universitaire Bac+5 et c'est un diplôme qui va être reconnu en France et à l'international. Donc ça, c'est vraiment les points à regarder, c'est-à-dire déjà si une école de commerce fait partie de la conférence des grandes écoles, est-ce qu'elle a un visa? Est-ce qu'elle a le grade de master? Aujourd'hui, sur les écoles de commerce de Passerelle, sur toutes les écoles, donc elles ont justement ce grade de master et ce visa. Après, on a un dernier point qui peut être important aussi pour arriver à regarder le sérieux d'une école, ça va être les accréditations internationales. Donc aujourd'hui, dans ces accréditations internationales, on en a 3. On a EQUIS ACSB en bas. Donc, ces accréditations, en fait, elles sont délivrées par des organismes extérieurs qui vont réaliser des audits, en fait, auprès des écoles sur différents critères. Donc, ça va être la qualité du corps professoral, la qualité des travaux de recherche, la qualité des partenariats internationaux, le salaire d'entrée des diplômés et leur évolution sur 3 ans, la satisfaction aussi des élèves. Donc, tous ces critères-là vont faire qu'elles vont délivrer ces accréditations internationales et qui délivrent justement le sérieux académique et qui permettent aussi une reconnaissance à l'international de ces écoles. Donc, sachez d'ailleurs que sur ces accréditations internationales, il n'y a que 1% des business schools mondiales qui possèdent la triple accréditation. Donc, on est encore sur un critère supplémentaire. Merci Alexia, c'était très clair et au moins ça permet d'introduire et ça permet aux étudiants d'y voir un petit peu plus clair et de bien se renseigner surtout sur leur école.
Donc, nous, au sein du concours Passerelle, on a 6 grandes écoles de commerce. Donc, on a Excelia Business School qui se trouve à La Rochelle et Tours. On a l'ESC Clermont Business School, donc à Clermont-Ferrand. BSB qui est à Dijon et Lyon. SCBS à Troyes. L'Institut Mines Télécom Business School à Évry. Et pour terminer, l'EM Normandie qui est donc à Caen, au Havre, Paris, Dubaï, Dublin et Oxford. Donc là, évidemment, pour vous, en tant qu'étudiant, c'est un avantage puisque vous n'avez qu'un seul concours à passer et qui va vous ouvrir donc les portes de 6 grandes écoles de commerce qui font donc partie, on l'a vu, de cette fameuse conférence des grandes écoles. Donc nous, pour la rentrée 2023, on a 1480 places ouvertes. Donc vous en avez 510 pour les passerelles 1, qui est donc le niveau pour les bac+2, et on en a 970 qui est donc pour les passerelles 2 qui lui correspond au niveau bac+3+4. Donc vous, en tant qu'étudiant, vous pouvez passer ce qu'on appelle des admissions parallèles ou des admissions sur titre, ce qui va en effet vous permettre d'intégrer une des écoles passerelles après avoir déjà obtenu un premier diplôme de niveau bac+2, +3, +4. Donc nous, ce qu'il est important de retenir, c'est que le concours passerelle, il est ouvert à toutes les filières d'études, qu'on soit en économie, en gestion, en droit, langue étrangère, mathématiques, etc. Vous pouvez passer le concours passerelle. Et toutes les nationalités, sous réserve d'éligibilité donc de votre diplôme. Et justement, regardons quels sont les diplômes que nous acceptons. Donc, vous pouvez passer le concours passerelle si vous êtes en cours de validation d'un BTS, d'un DUT. Donc là, je précise, puisque maintenant, c'est le BUT Bachelor universitaire de technologie. Mais quand vous êtes en deuxième année de BUT, vous pouvez toujours passer le concours passerelle 1 à bac+2. Ensuite, vous avez les licences 2, bien sûr, les classes préparatoires scientifiques ou si vous êtes en deuxième année en IEP, les classes préparatoires ENS Cachan et aussi si vous avez un diplôme homologué ou certifié RNCP de niveau 5, qui est donc l'équivalent du bac+2. Jérémy, est-ce que tu peux peut-être déjà nous dire, toi, qu'est-ce que tu as fait avant d'intégrer ton école? Ouais, alors moi du coup, juste avant d'intégrer mon école, à savoir que j'ai passé Passerelle 1, j'ai fait un BTS Commerce International, donc sur la région lyonnaise. D'accord. Et voilà. D'accord, très bien. Alors justement, Alexia, donc là, on voit qu'en fait, il y a des étudiants un peu de différents horizons qui peuvent passer le concours passerelle et intégrer les écoles. Justement, quel avantage ont les écoles à recruter comme ça des profils différents? Alors, clairement, dans les grandes écoles de management, on est finalement un incubateur de ce qu'ils vont retrouver en entreprise. Aujourd'hui, on sait très bien que dans le monde de l'entreprise, tout le monde n'a pas le même profil. D'accord? Donc, il faut retrouver cette richesse-là aussi dans nos écoles. Et clairement, nous, dans nos critères, on ne veut pas recruter des clones. Ce serait appauvrir nos écoles. Parce que clairement, quand on arrive, quand on est issu d'un BTS ou quand on est issu d'un IUT ou d'une université avec un parcours en lettres, on a chacun en fait des spécificités, une expertise. Et dans nos écoles de management, on travaille beaucoup en mode projet. C'est-à-dire que chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et contribuer à produire du contenu qui sera, grâce à l'expertise de chacun, un contenu beaucoup plus riche, beaucoup plus impactant et chacun a sa place. Voilà, donc il ne faut vraiment pas se freiner, pas avoir peur de se dire parce que j'ai fait tel ou tel cursus, j'ai peut-être pas ma place dans une grande école de management. Pas du tout, au contraire. Vraiment, chacun a sa place et sachez que dans nos programmes, dans un programme grande école, la première année est faite justement pour être très généraliste et pour avoir vraiment une mise à plat de tous les fondamentaux en sciences de gestion pour remettre tout le monde à niveau. D'accord? Donc, chacun pourra du coup avoir l'ensemble de ces fondamentaux, va avoir une overview du business, clairement. Et après, certains, bien sûr, seront peut-être plus à l'aise dans certaines matières et auront peut-être plus de rattrapage à faire dans d'autres. Mais ça, voilà, ce sera le cas pour tout le monde. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant sur cette première année. Et voilà, chacun, il y a aussi un système d'entraide parce que quand on mélange justement ces profils dans les mêmes classes sur ces projets,
Ça permet de voir que chacun voilà, a quelque chose à apporter à l'autre et aussi de déjà se créer son réseau finalement en école. On fait partie de la même famille, on intègre la même business school et même si on arrive d'horizons différents. Donc, vous l'aurez compris, le concours passerelle est bien ouvert à tous et pas d'inquiétude, en effet, si on ne vient pas forcément de la filière voilà, commerce, économie ou gestion. Tout le monde peut se faire sa place en école. Donc maintenant, voyons justement comment va s'articuler votre parcours quand on intègre donc, une école de commerce comme ça après un bac+2. Donc dans ce cas-là, vous intégrez le programme Grande École de votre école du concours passerelle qui se déroule en 3 ans donc pour aller décrocher le fameux grade de master au bout du compte. Donc voyons comment se déroule ce parcours et puis après, Jérémy, toi, tu nous expliqueras le tien. Hop. Donc la première année, en effet, elle est généraliste, voilà, on l'a expliqué, vous voyez les fondamentaux du management, du marketing, de la gestion, des cours de langue, bien sûr. Vous avez donc un stage à effectuer à la fin de l'année scolaire. Ensuite, on arrive en 2e année du programme Grande École, donc là, c'est le Master 1. Donc là, soit vous commencez directement votre spécialisation ou vous commencez à vous pré-spécialiser. Ça va dépendre un peu du fonctionnement de l'école. Et donc là, vous avez toujours la possibilité de faire un stage en fin d'année. Mais c'est souvent aussi pendant cette année-là que les étudiants vont faire un échange académique à l'international, voilà, au 1er ou au 2e semestre. Donc voilà, donc ça dépend évidemment si vous êtes en échange académique, vous n'êtes pas en stage à ce moment-là. Après, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une année de césure. Donc là, c'est optionnel, hein, ce n'est pas obligatoire. Et c'est si jamais vous souhaitez acquérir davantage d'expérience. Voilà, allez étoffer votre CV. Puisque quand on est en année de césure, donc c'est on va dire une pause d'1 an dans vos cours, vous avez bien sûr toujours le statut étudiant, mais c'est fait pour que vous puissiez aller vivre différentes expériences. Vous pouvez travailler, vous pouvez être en stage, que ce soit en France, à l'étranger, donc vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez faire vos études aussi à l'étranger à ce moment-là. Vous pouvez partir en mission humanitaire, faire un engagement civique. Enfin, voilà, c'est assez varié, mais vraiment pour voilà, aller acquérir davantage d'expérience que vous pourrez valoriser par la suite. Et ensuite, on arrive donc en 3e année du programme Grande École, le Master 2, où là, si ça n'a pas été fait avant, vous choisirez bien sûr votre spécialisation et vous n'aurez des cours que dans la spécialisation choisie. Et je vous donnerai les grands domaines de spécialisation juste après. Et vous avez un stage toujours, où là, on est sur un stage de fin d'études de 6 mois. Vous avez, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de suivre vos cours en anglais, donc ce que les écoles appellent généralement l'English Track ou le parcours anglophone. Et chose très importante qui intéresse un grand nombre d'étudiants, vous avez la possibilité, dans toutes les écoles du concours passerelle, de faire de l'alternance dès le Master 1. Donc, c'est-à-dire de faire 2 ans sur 3 en alternance si vous le souhaitez. Et vous pouvez bien sûr faire uniquement le Master 2 en alternance pour ceux qui voudraient. Alors, Jérémy, est-ce que tu peux peut-être déjà nous donner des exemples de cours que toi, tu avais en première année pour que ça donne une idée à ceux qui nous écoutent? Alors concrètement, en cours sur la première année, donc c'est une année qui est assez générale. On va avoir du marketing, de la finance, de la négociation commerciale, des matières aussi auxquelles on s'attend un peu moins, mais qui sont au goût du jour, typiquement analyse de données. C'est peut-être des matières auxquelles on ne s'attend pas à voir en école de commerce, mais c'est des matières qui sont au goût du jour pour le big data, etc. Et je voulais juste rejoindre ce point que vous avez dit juste avant avec Alexia. C'est super riche d'avoir des parcours différents sur la première année. On voit des étudiants qui viennent de parcours scientifiques, d'autres commerciaux. Et si on a déjà vu des notions dans des matières, c'est pas le cas pour tout le monde. Et du coup, c'est intéressant de voir cette entraide sur la première année entre les étudiants. Ça permet de compléter les parcours et c'est super intéressant. Et bien justement, est-ce que tu peux nous décrire, toi, ton parcours dans les grandes lignes, parce qu'après, on va rentrer en détail sur l'alternance, tout ça, mais nous expliquer est-ce que tu as envie par la suite? Ouais. Alors du coup, moi, après mon BTS Commerce International, j'ai intégré mon école sur la première année du PGE, où là, c'était une année plutôt généraliste avec des modules d'immersion où on ne se spécialise pas, mais on découvre des matières. Et aujourd'hui, donc, je suis en Master 1 en alternance sur le campus lyonnais et je fais mon alternance au sein de mon école. Donc, c'est un parcours qui est un peu spécifique.
Donc, je suis étudiant et je travaille en même temps pour l'école. Et, et voilà, donc je suis en alternance. Je vais faire mon alternance sur mon Master 1 et Master 2 et finir mon diplôme donc l'année prochaine. D'accord. Est-ce que tu aurais des exemples que tu avais autour de toi avec les autres étudiants de stages, par exemple, de première année? Ouais, complètement. Les stages, ils sont super variés. Ça va de stages dans des cabinets d'expertise comptable aux stages dans les services marketing, par exemple, chez des promoteurs immobiliers. Ou bien j'ai un autre collègue, par exemple, qui était commercial pour Coca-Cola. Donc, c'est super large. C'est intéressant d'avoir ce programme qui est assez généraliste parce qu'on va pouvoir cibler nos stages vraiment dans le secteur où on veut aller et non dans un secteur très précis. Donc, on n'est vraiment pas enfermé. Et c'est un point qui est assez positif. Si on veut aller dans la finance, on peut aller dans la finance. Si on veut aller dans le marketing, on peut aller dans le marketing. Si on veut aller en RH, on peut aller en RH. Donc, c'est super varié les stages. Alors Alexia, là, on voit que ce schéma, il est assez simple. C'est vraiment les grandes lignes. Et souvent, ce qu'on entend quand on est étudiant, c'est que quand on va intégrer une école de commerce, ben, c'est un peu un parcours à la carte. Est-ce que tu confirmes ça? Ouais, ouais, complètement. Quand on intègre une école de commerce, un programme grande école, j'ai envie de dire, on intègre le champ des possibles. C'est-à-dire que chaque élève va construire son projet par rapport à lui, ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire, clairement. Donc, dans une école de commerce, ce qu'on va proposer finalement, c'est un panel d'options, de parcours, et chacun va construire le parcours qui lui est propre. Clairement, Clémence, vous en parliez là tout à l'heure, c'est-à-dire que certains vont peut-être privilégier un parcours alternance, d'autres un parcours beaucoup plus international, d'autres un parcours plus classique. Certains vont décider de faire une année de césure. Voilà, c'est vraiment, je dirais, chaque étudiant qui va définir son projet. Et après, ce qui est aussi important, c'est que la dernière année, donc on parle de spécialisation, c'est là où en fait chacun va choisir son expertise. C'est-à-dire que oui, un programme grande école, c'est un programme généraliste qui permet justement d'avoir différentes compétences, donc autant en marketing, en finance, en RSE, et j'en passe. Mais après, chacun va donner une coloration à son parcours grâce au stage qu'il aura fait, grâce aux expériences qu'il aura choisies aussi, les expériences, ça peut être aussi associative, et enfin sur soit des électifs qu'ils vont pouvoir choisir, soit vraiment une spécialisation en dernière année. Donc c'est pour ça que il n'y a jamais un parcours type en fait d'un étudiant, c'est vraiment chacun qui va le construire. Et par ailleurs aussi l'année de césure, elle reste optionnelle. Après, ça reste vraiment aussi une année, selon moi, pour se tester. Parce qu'aujourd'hui, quand on intègre une école de commerce, on voit beaucoup de choses. Des fois, c'est difficile en fait de se dire, est-ce que je veux faire du marketing digital? Est-ce que je veux plutôt faire du marketing opérationnel? Et une année de césure, ça permet aussi des fois de faire deux stages de 6 mois, et de se sécuriser aussi par rapport à un domaine où après, par exemple, en dernière année, on choisit vraiment la spécialisation qui est la plus focus par rapport à son projet, par rapport à ce qu'on veut faire. Oui, tout à fait. Tu as raison de le préciser parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui en profitent pour tester des domaines, des secteurs. Tout à fait. Et justement, en parlant de spécialisation, on va voir un peu les grands domaines de spécialisation que proposent les écoles de commerce. Donc, vous avez bien sûr des spécialisations en finance, dans l'audit, le conseil, la gestion comptabilité, tout ce qui va toucher aussi au marketing et à la communication, business development et e-commerce aussi, bien sûr. Vous pouvez vous spécialiser dans l'innovation et aussi l'entrepreneuriat. S'il y en a qui veulent créer leur entreprise, évidemment, il y a des spécialisations qui sont dédiées pour vous accompagner. Vous pouvez aussi vous spécialiser en management. On peut par exemple retrouver du management de l'agroalimentaire, du management du sport, du design management, etc. On peut aussi en ressources humaines, tout ce qui va toucher à la supply chain et aux achats. Après, on en a aussi dans les relations internationales, le droit et l'intelligence économique, et également dans tout ce qui va toucher au système d'information et au digital. Donc, sachez que nous, sur notre site internet du concours Passerelle, on a un article dédié. On a répertorié donc les spécialisations
parmi ces grands domaines et où on vous indique quelles écoles parmi les 6 du concours passerelle les proposent. Ça vous permet d'avoir l'information regroupée sur une même page pour ceux qui voudraient aller voir ça de plus près. Jérémy, est-ce que tu peux nous dire, évidemment, toi, quelle est ta spécialisation et nous la décrire en quelques mots? Ouais. Alors, moi, j'ai une spécialisation qui est marketing stratégique. Alors, ça consiste en quoi? Donc, c'est tout ce qui touche autour du marketing. Donc, il va y avoir du marketing stratégique, des études de marché, de la gestion de l'offre, autant que ça soit en B2B, donc d'entreprise à entreprise, ou en B2C, donc directement avec le client. Ça va toucher à la communication, à la stratégie commerciale aussi. Donc, c'est une négociation, c'est une spécialisation qui est centrée autour du marketing. J'ai fait ce choix parce que c'est un choix personnel, c'est ce qui m'intéressait. Euh, Après, il y a des spécialisations pour tout. Si on veut partir en spécialisation en finance, on peut. Ça, c'est propre à chacun. Bien sûr, mais au moins ça donne un exemple concret aux étudiants. Avec toi, ta spécialisation. Alors, je continue. Donc là, on va parler de l'international parce que, évidemment, hein, les 6 grandes écoles du concours passerelle, elles sont toutes tournées vers l'international. Et déjà, quand vous êtes sur leur campus en France, vous êtes dans une dimension multiculturelle. Est-ce que tu confirmes ça, Jérémy? Toi, sur Ouais. ton campus, est-ce que c'est le cas? Ouais, moi je le confirme totalement. Alors venant d'un BTS qui est commerce international, déjà moi j'étais assez attiré par l'international. Et quand on arrive sur les campus en école de commerce, ça prend vraiment sens. Alors déjà avec les étudiants, il faut savoir que dans les classes, on est mélangé avec des étudiants étrangers qui font leurs années, leurs échanges universitaires en fait, dans l'école où on est. Donc comme nous, les étudiants, on part dans leur université, eux viennent aussi ici. Ça a double sens. Donc déjà, dans les classes, on voit des étudiants qui viennent d'Équateur, des pays asiatiques, etc. Ça, c'est super intéressant. Et il y a aussi tous les professeurs, que ce soit des professeurs permanents ou intervenants, ou même au sein de l'administration même, où il y a ce côté international. On entend tout le temps parler anglais dans les couloirs, honnêtement. Euh, Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est super riche parce qu'on n'a pas tous la même culture. Ça permet de discuter, de découvrir des nouvelles choses. C'est super intéressant. Et ça, on le voit même dans la vie étudiante. Je pense qu'on reviendra un peu derrière dessus, mais il y a même des associations qui sont dédiées pour intégrer ces internationaux sur le territoire français. Donc l'international, c'est vraiment présent quotidiennement. C'est pas qu'une fois par mois, 2 fois par mois, c'est vraiment tous les jours sur les écoles de commerce. C'est super intéressant. Merci Jérémy. Et tu l'as dit évidemment, nous aussi les étudiants français ont l'occasion de partir à l'étranger bien sûr et de vivre différentes expériences. Ça peut être un échange académique, donc dans une université partenaire, il faut savoir que les écoles passerelles, elles ont des centaines d'universités partenaires qui sont un petit peu partout dans le monde. Et donc ça vous permet, voilà, généralement ça se fait sur un semestre de partir étudier au Canada, en Espagne, en Indonésie, etc. Certaines universités, en plus, délivrent un double diplôme avec la formation que vous allez suivre là-bas. Et vous pouvez également choisir de faire vos stages à l'étranger, tout comme vos expériences aussi en année de césure. Et puis, il y en a qui peuvent aussi, avec leur école, partir en mission humanitaire. Ça peut aussi être via la vie associative, donc à l'étranger. Alexia, est-ce que tu peux nous dire justement quel est l'avantage pour les étudiants d'avoir comme ça une ou plusieurs expériences à l'international? Clairement, avoir une expérience internationale, c'est bénéfique en fait sur plusieurs points. Bon, déjà, souvent, je dirais le premier point, c'est aussi améliorer son niveau de langue. Voilà, je dirais ça, c'est la première chose. Mais ça va être aussi développer son adaptabilité. Aujourd'hui, c'est une compétence, je dirais, on parle beaucoup de soft skills qui va être très recherchée aussi dans les entreprises. C'est que quand on part en expatriation académique, quand on va dans un pays où on connaît moins les us et coutumes, les usages, c'est d'autres cultures, forcément, on sort de sa zone de confort, on s'adapte, on fait preuve d'agilité. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui sera apprécié ensuite en entreprise et qui va apporter aussi à l'étudiant, outre l'expérience d'améliorer son niveau de langue et autres, mais c'est aussi
gagner en ouverture d'esprit, gagner en adaptabilité et en agilité. Donc ça, clairement, c'est vraiment un atout après pour sa carrière future. Et il y a des étudiants qui parfois peuvent avoir un petit peu peur de partir comme ça tout seul, que ce soit en stage ou en échange académique. Est-ce que les écoles, elles les accompagnent, par exemple, pour organiser leur départ? Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que souvent, de partir, alors seul avec son sac à dos, voilà, il y a toujours une petite peur, une petite boule au ventre au départ, même si on a envie. Alors, bien sûr, les écoles, on est là pour accompagner en fait l'apprenant, à accompagner l'élève. Donc, il faut savoir que dans les écoles, il y a un service international avec des équipes qui sont dédiées, qui vont aider les étudiants sur toutes les démarches aussi, par exemple les bourses, les formalités administratives, les visas. Ça peut être donner des informations aussi sur l'université partenaire, sur le pays, sur les infos pratiques comme le logement, le coût de la vie. Parce qu'on a l'historique des élèves qui sont partis aussi, qui nous font leur feedback. Il y a aussi un vrai suivi de l'apprenant. On n'envoie pas nos élèves dans la nature. Il y a un interlocuteur dans chaque entreprise partenaire, donc ça, c'est important aussi. Il y a aussi généralement un forum avec l'expatriation internationale, enfin, du moins c'est le cas à Excelia, où voilà, les élèves peuvent rencontrer aussi les différents partenaires et choisir en connaissance de cause. Et puis c'est vrai que globalement, il y a aussi un bouche à oreille qui se fait entre les élèves où voilà, on sait que dans telle université, voilà, ça se passe de telle façon. Donc, il y a aussi voilà, cette communication qui se fait entre les différents élèves. Donc là, vous l'aurez bien compris, vous serez bien préparés et bien accompagnés par les écoles pour, voilà, pour les différentes expériences à l'international. Pas d'inquiétude là-dessus. On continue avec la professionnalisation, puisque évidemment, c'est aussi un aspect important du parcours quand on intègre une école de commerce. Déjà, on peut voilà, vous faire travailler sur des cas concrets d'entreprise en cours. Vous avez des professeurs qui ont leur travail en entreprise à côté. Vous avez, on l'a vu, la possibilité de faire des stages chaque année, de compléter encore en plus avec l'année de césure. Et on a aussi l'alternance. Donc là, on va faire un petit focus justement sur l'alternance. Et donc, toi, Jérémy, tu es en alternance actuellement. Donc, on l'a compris, tout à l'heure, tu l'as expliqué dans ton école. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton poste, quelles sont tes missions et peut-être, voilà, toi, les avantages que tu trouves à avoir cette expérience en alternance? Ouais. Alors, mon poste. Donc, moi, je travaille sur le campus de Lyon à BSB et je suis assistant chargé de promotion. Donc, mon rôle, c'est développer la notoriété de l'école sur la région lyonnaise parce que ça fait presque 2 ans qu'on est sur Lyon, mais on est un peu nouveau sur Lyon pour l'école. Et alors, donc, concrètement, le premier avantage, c'est l'expérience. Euh, on est en entreprise, en fait. Alors, on est toujours étudiant quelque part, mais concrètement, le rythme, typiquement, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc, c'est vrai qu'on a plus le sentiment, finalement, de travailler que d'être étudiant quand on est alternant. Ça permet d'allier le théorique et la pratique. Les cours déjà en école de commerce sont beaucoup moins théoriques. En tout cas, personnellement, sur ma formation d'avant, c'était le cas. On est déjà beaucoup plus sur la pratique. Mais quand on le voit concrètement en entreprise, comment c'est mis en place, quels sont les enjeux aussi, parce que parfois on ne voit pas les enjeux en cours, du moins on a du mal à les cerner. Là, en entreprise, c'est super concret. Et l'alternance, moi, elle me permet ça. Ça fait beaucoup gagner en professionnalisme et on devient en fait beaucoup plus mature. Euh, c'est euh, c'est un peu une accélération sur le plan professionnel, moi je trouve l'alternance. Parce que finalement, oui, il y a les stages sur le parcours initial et il y a les expériences à côté des études. Mais là, on est vraiment sur le marché du travail et c'est une réalité qui est intéressante à avoir quand on passe cette barrière-là de étudiant à salarié quelque part. Et du coup, en effet, vous êtes considéré salarié quand vous êtes en alternance. Donc, j'imagine que c'est une expérience qui est rémunérée par l'entreprise. Ouais, très gros avantage de l'alternance, on n'a pas à payer l'école. Donc le plus gros avantage,
En tout cas, pour ma part, c'est l'avantage financier. On ne paye pas l'école et on est rémunéré en plus. D'accord, donc c'est parce qu'en effet, l'entreprise va financer les frais de scolarité, hein, c'est bien ça? Exactement. Donc, l'entreprise finance les frais de scolarité et verse un salaire en plus. Le deuxième avantage, il est professionnel. Ça remplit notre CV, c'est une vraie expérience. Et derrière, si on veut continuer avec l'entreprise dans laquelle on est en alternance, on peut. Généralement, c'est ce que les étudiants font. Après, si on veut changer d'entreprise pour voir d'autres choses, ça arrive aussi fréquemment. C'est une vraie expérience de 2 ans en plus sur le CV. Donc, c'est une employabilité qui est boostée après derrière. Donc là, en effet, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'avantages à avoir cette expérience en alternance. Et donc, petit rappel, c'est donc possible sur le Master 1 et Master 2 dans toutes les écoles passerelles, mais on peut aussi évidemment choisir de ne faire que le Master 2, par exemple, en alternance si on souhaite voilà, partir par exemple à l'international, faire l'année de césure, etc. Il y a aussi la vie associative qui permet d'une autre manière de se professionnaliser. Est-ce que Jérémy, tu peux nous donner des exemples d'associations qui existent dans ton école? Parce que je précise juste qu'en effet, la vie associative, elle est très présente, surtout en première année, quand on arrive, parce que vous avez vraiment du temps dédié dans vos emplois du temps, hein, pour vous occuper de votre vie associative. Donc, on va expliquer un peu tout ça. Ouais. Alors, la vie associative, c'est une part qui est super importante en école de commerce. On en prend conscience dès la rentrée, généralement. On voit partout des étudiants avec des pulls de telle couleur, avec des noms d'associations dessus. Très concrètement, les associations, donc, typiquement, par exemple, à BSB, il y en a une trentaine. Il y a des associations pour tout. Par exemple, je pense à Event, qui est une association solidaire et humanitaire. Il y a, par exemple, sur Lyon, le Petit Lyonnais, qui est une association culturelle, gastronomie. Et donc, les étudiants, ils vont avoir des postes à responsabilité ou non dans ces associations. Donc, on peut être, par exemple, président d'une association, on peut être trésorier, on peut être responsable communication. Donc, l'étudiant a un poste dans l'association. Et ensuite, on fait vivre cette association et ces associations, elles font vivre le campus. Donc, il y en a de toutes sortes. Il y a des associations pour chanter, pour animer le campus. Il y a des associations, typiquement Prisme, qui est une association d'audiovisuel, donc qui couvre les événements en prenant des photos, en faisant des montages. Et puis, il y a des associations qui sont parfois un peu plus professionnelles, dans le sens, par exemple, je pense à la junior entreprise, moi, de BSB, la BJC, qui est une association aussi, mais qui a une entité d'entreprise. Là, c'est une association qui est, en fait, c'est un cabinet de conseil. Donc là, c'est vraiment des entreprises qui viennent voir l'association pour faire, du moins pour discuter, et les étudiants vont conseiller l'entreprise sur des points où il y a des axes d'amélioration, des choses qui peuvent être changées. Et c'est une vraie expérience. On se responsabilise. Là, typiquement, je pense que il y a les bureaux qui sont aussi des associations. Généralement, on retrouve 3 bureaux, le bureau des étudiants, le bureau des sports et le bureau des arts, où là, en fait, les étudiants constituent une liste et ils vont faire ce qu'on appelle campagne pour se faire élire par les étudiants de l'école. Là, on est en plein dedans, dans les écoles. Et donc, on voit les listes qui animent le campus. Donc là, c'est de la décoration, c'est des événements, c'est de l'organisation sur une journée complète. Et c'est une super expérience professionnelle, mais surtout humaine, les associations. Donc là, on voit qu'en effet, ça rythme bien la vie de l'école aussi, hein, cette vie associative. Est-ce que, Alexia, tu as des choses à compléter enfin, voilà, sur ce que ça peut apporter aux étudiants, cette vie associative? Alors vraiment, Jérémy, merci voilà, d'avoir éclairé l'ensemble des participants à ce webinaire sur la vie associative dans les écoles parce qu'effectivement, c'est très riche. Voilà, moi j'ai envie de dire, souvent dans les écoles de commerce, l'expérience associative, c'est un petit peu le bac à sable, c'est-à-dire le bac à sable où on va expérimenter tout ce qu'on apprend en cours. C'est vraiment cette possibilité de le mettre en application, de tester, voilà, de réussir des choses, des fois de se tromper aussi. C'est les premières expériences managériales, hein, clairement, parce que Jérémy, tu en parlais, quand on fait partie d'un BDE, d'un bureau des arts, où on a des fois plusieurs élèves aussi à piloter, on est vraiment
dans un vrai exercice managérial. Et c'est des expériences aussi qui sont, encore une fois, à valoriser dans un CV et qui sont aussi très appréciées de la part des entreprises. Donc, ça permet aussi de se tester, aussi de confirmer un intérêt par rapport à un domaine. On en parlait encore tout à l'heure. Donc, là aussi, les associations permettent d'avoir ces premières expériences. Alors, c'est associatif, mais c'est des premières expériences aussi professionnelles. Et pour ça, c'est vraiment très important. Et il y a vraiment un temps dédié au sein des écoles pour permettre aux étudiants de s'investir justement dans ces associations. C'est-à-dire que ce n'est pas facultatif, ça fait vraiment partie du programme en fait pédagogique d'une école de laisser nos élèves en fait s'investir dans des associations. Et En d'ailleurs, effet, pardon. pardon. Et d'ailleurs, à Excelia, on a même en master un parcours management associatif pour aider justement les élèves qui vont prendre la présidence d'une association, pour les aider à piloter leurs associations vraiment comme une business unit finalement. Donc là, en effet, on voit que si l'école, justement, elle incite les étudiants comme ça à avoir des expériences associatives, bah, c'est, vous l'avez dit, hein, c'est parce qu'il y a énormément d'avantages à avoir ces expériences-là sur le CV et puis aussi à valoriser par la suite. Maintenant, on va parler d'accompagnement, puisque évidemment, l'école, pendant ces 3 ans, bah, elle va vous accompagner hein, sur votre projet d'études, votre projet professionnel, puisque bah, son objectif au final, hein, c'est que votre insertion professionnelle se passe bien. Et donc, avec ça, vous aurez par exemple peut-être du coaching individuel, vous aurez des conférences, des tables rondes organisées, des diplômés qui vont venir témoigner, des forums de recrutement avec des entreprises. Il y a aussi un incubateur pour les étudiants qui souhaitent entreprendre. Il peut y avoir un espace Career Center, etc. Jérémy, est-ce que toi, tu peux peut-être nous expliquer, est-ce que toi, je ne sais pas, est-ce que tu as eu du coaching, est-ce que tu as participé à des conférences, des forums, Ouais. etc. Ouais. Alors c'est vrai que bon, je prends mon cas, mais typiquement quand je suis rentré à BSB, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et c'est le cas de beaucoup. On ne sait pas tout ce qu'on veut faire et c'est normal. Donc dans mon école, il y a des coachings. Ça prend quelle forme? Donc c'est un service qui est dédié aux étudiants, le Career Center. Et ce service, il est là pour nous guider complètement. Alors, il ne nous tient pas à la main, il faut qu'on aille le chercher. C'est des services qu'il faut utiliser. Concrètement, c'est des coachs qui sont là 24 heures, enfin, pas 24 heures sur 24, mais en tout cas 7 jours sur 7, avec lesquels on peut prendre rendez-vous et qui vont nous guider sur 3 points, généralement. Le premier, c'est le point académique. Quel parcours je vais choisir, quelle spécialisation. Le deuxième, c'est sur le plan professionnel. Quel stage je dois viser, comment je le vise, est-ce que cette entreprise, c'est une entreprise qui me parle ou non, comment je dois faire mon CV, comment je dois faire ma lettre de motivation, comment je prépare mon entretien aussi. Et le troisième, c'est sur le plan qui est plus personnel. On a des coachs qui nous accompagnent donc sur ces 3 points, académique, personnel et professionnel. Ce service, donc, c'est des plateformes dédiées avec par exemple un site internet où il y a des offres qui sont postées de façon mensuelle, annuelle. Là, typiquement, sur ce mois-ci, il y a des événements qui sont organisés. Ça s'appelle Jobvember, où tous les étudiants qui vont rechercher leur stage de césure, leur stage de fin d'année, leur alternance, peuvent se rendre sur ce site. Et c'est des offres qui sont dédiées à l'école, donc elles sont exclusives. Et ces offres-là, les étudiants y ont accès directement. Donc, ils peuvent contacter l'entreprise, postuler. Ça, c'est un vrai avantage. Et donc ça, c'est sur Job Teaser. Et ensuite, ça se passe aussi en physique. Là, typiquement, il y a 2 semaines, on a eu ce qu'on appelle un forum d'entreprise, où là, ce sont les entreprises qui se déplacent directement sur l'école pour venir recruter leurs futurs alternants, leurs futurs stagiaires, leurs futurs collaborateurs complètement pour ceux qui ont fini leurs études aussi. Donc ça, c'est sur les 2 points pour trouver les stages. Le troisième point au niveau de l'accompagnement que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est les conférences. À BSB, on en a plusieurs. Il y en a 2 qui m'ont vraiment beaucoup marqué, que j'ai eu la chance de faire l'année dernière. Une première, c'est avec Éric Courteil, donc, qui est coprésident de la Redoute. Et la deuxième, celle qui m'a plus marqué, c'est avec monsieur Jean-Marie Tritan, donc, qui est directeur de Unibail-Rodamco-Westfield,
Unibail-Rodamco-Westfield, ça ne parle pas à tout le monde comme ça, mais c'est une entreprise du CAC 40 qui gère beaucoup de centres commerciaux sur le monde entier, donc que ce soit aux États-Unis, en Europe, etc. Et quand on a la chance d'avoir des personnalités, entre guillemets, qui se déplacent comme ça dans nos écoles pour nous partager leur parcours, et ben, c'est super enrichissant. C'est un vrai plus et il faut en profiter. Alors là, ce sont des grosses entreprises, mais il y a des plus petites entreprises. Typiquement, je pense au Burger de Papa ou des choses comme ça, des entrepreneurs qui sont en fait des alumni, donc des anciens diplômés. Typiquement, Jean-Marie Tritan, c'est un ancien diplômé de notre école qui est aujourd'hui PDG d'une entreprise de CAC 40. Et ces conférences, elles sont très enrichissantes. Alors, on n'aura pas tous des parcours aussi prestigieux que ça. Chacun fait son parcours, mais c'est super enrichissant. Et ça permet de nous accompagner tout au long de notre scolarité pour savoir ce qu'on veut faire et comment on doit le faire. Merci Jérémy. Ce qu'on voit aussi qui est intéressant pour les étudiants pour leur insertion professionnelle après, c'est aussi le réseau des diplômés. Souvent, on en parle souvent, hein, c'est des milliers de diplômés qui sont sortis évidemment des écoles passerelles et dont les étudiants peuvent aussi bénéficier par la suite. Alexia, justement, pourquoi est-ce qu'il est important ce réseau des diplômés, en quelques mots? Clairement, effectivement, quand on intègre une business school, on intègre aussi un réseau qui est puissant. Alors, je vais parler du réseau d'Excelia, par exemple, c'est 42 000 diplômés. Donc, c'est un exemple, mais tout ça pour dire que quand on intègre justement ce réseau, on peut le solliciter à plein de moments, en fait. Ça va être pour sa recherche de stage, pour sa recherche d'alternance, pour son premier emploi. C'est comme si vous aviez en fait des mentors un petit peu partout en France et dans le monde même, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a vraiment ce réseau en fait des alumni. Vous faites partie de la même famille, vous avez fait la même business school et il y a vraiment un système d'entraide en fait dans le réseau des anciens. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce réseau des anciens, quand vous intégrez une business school, des fois, vous pouvez aussi y adhérer directement quand vous rentrez dès votre première année. Donc là aussi, pour participer aussi à des after-work ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que voilà, les alumni, ça va être ce réseau que vous allez pouvoir mobiliser à tout moment voilà, de votre vie au sein de l'école et après. Et c'est aussi ce réseau, c'est celui que vous créez déjà dans l'école. C'est-à-dire que Jérémy en parlait, quand on fait des travaux de groupe, voilà, il y a de l'entraide ou dans les expériences associatives, on se crée. Alors je vais utiliser le mot famille, mais parce que c'est vraiment, on a des expériences fortes en fait en business school. Et ce réseau-là, en fait, il est valable souvent toute la vie. C'est-à-dire que quand on a traversé le désert, quand on a fait un 4L Trophy, généralement, 10 ans après, quand on a besoin peut-être voilà, d'un petit coup de pouce, on va rappeler la personne et ça se passe comme ça aussi. Voilà, c'est aujourd'hui, le réseau, c'est important, il faut savoir le cultiver. Là aussi, donc après, il faut savoir bien l'utiliser. Faire partie d'un réseau, c'est pas juste envoyer des messages à tout bout de champ sans voilà, il faut l'utiliser à bon escient. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler. Et puis, encore une fois, ce réseau, il y a le réseau de diplômés, mais il y a aussi créer son propre réseau grâce aussi aux entreprises qui viennent directement à l'école. Donc, Jérémy en parlait, grâce aux conférences en fait, qui peuvent être organisées. Donc là aussi, ça permet aux étudiants déjà d'avoir des contacts privilégiés de certaines personnes en entreprise et déjà d'amorcer une première culture réseau. Et oui, et ce réseau professionnel, en effet, vous allez le construire tout au long de votre carrière. Mais voilà, c'est déjà un premier pas avec l'école, en effet, pour commencer à se construire son réseau. Et l'objectif, évidemment, de l'école, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous ayez une insertion professionnelle réussie au bout du compte. Et parce que voilà, quand on est étudiant à votre place, forcément, on se pose des questions. On se demande, quand je vais être diplômée d'une école de commerce, est-ce que je vais trouver rapidement un travail? Combien je vais être rémunérée, etc. Donc, nous, pour répondre à ces questions, on prend les chiffres d'une enquête qui sort chaque année par la Conférence des grandes écoles. Donc, on en a parlé tout à l'heure, il y a 38 grandes écoles de commerce qui en sont membres.
Et donc, voilà, chaque année, ils vont questionner ces jeunes diplômés pour savoir comment leur insertion s'est passée. Donc là, tout simplement, je vous donne les chiffres de la dernière enquête 2022. Donc, vous avez presque 9 sur 10 de ces diplômés qui ont trouvé un emploi en moins de 6 mois, donc qui ont trouvé rapidement. Évidemment, parmi eux, il y en a qui ont trouvé au bout, parfois même avant la sortie d'école, au bout de 2 mois, 3 mois, etc. Parmi eux, vous en avez 85% qui, à la sortie d'école, ont été embauchés en CDI. Et le salaire annuel brut moyen est de 38 146 €, c'est très précis, sans compter les primes dès la première année. Parce qu'évidemment, en fonction de votre métier, il y en a qui vont aussi avoir des primes en plus à côté. Pour vous aider à situer un petit peu ce salaire, l'APEC fait un baromètre aussi sur l'insertion des jeunes diplômés, mais de toutes filières confondues. Et là, on a une moyenne de 31 000 € pour tous les Bac+5 en France. Vous voyez qu'on est quand même nettement au-dessus, une fois qu'on sort aussi d'une grande école de commerce. Et c'est aussi pour ça qu'on insistait sur le fait de bien se renseigner sur son école de commerce, puisqu'on voit que, en tout cas pour les grandes écoles de commerce, parmi les 38, l'insertion professionnelle se passe bien. Et c'est évidemment l'objectif. En tout cas, là, on vous a donné pas mal d'informations sur voilà, le déroulé des études, l'international, la vie associative, l'accompagnement de l'école, etc. Donc n'oubliez pas, vous pouvez aussi poser vos questions évidemment à Lucille sur le chat. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on intègre l'une des 6 écoles passerelles grâce au concours, donc passerelle 1 pour les Bac+2. Donc là, je vais vous expliquer les modalités du concours 2023. Donc, la sélection, elle repose sur l'étude de votre dossier de candidature et sur des épreuves. Donc, la première étape, c'est d'aller sur le site internet de Passerelle, puisque c'est là que tout se passe. Vous allez vous créer votre propre espace candidat et vous allez constituer votre dossier. Donc, pour ça, vous allez déjà nous indiquer la formation que vous êtes en train de suivre, par exemple, quel BTS, quel BUT, etc. Et on vous demande les bulletins de notes de votre dernière année d'études supérieures complètes. Donc, si, imaginons, là, vous êtes en 2e année de BTS, vous allez mettre les bulletins de notes de l'année dernière. Ensuite, il va falloir passer un test d'aptitude. Soit il y en a parmi vous qui passent le test tâche 2, qui se passe donc avec la FNEJ, qui est un organisme privé. Donc, c'est un test d'aptitude. Mais si jamais vous ne passez pas le tâche 2, vous pouvez passer le test d'aptitude passerelle. Et là, je vous ferai un petit focus juste après sur tous les tests passerelles. Ensuite, pour l'admissibilité, on va donc prendre en compte vos bulletins de notes en regardant aussi les appréciations et votre score au test d'aptitude. Et si vous êtes admissible, à ce niveau-là, vous serez admissible pour les 6 écoles du concours passerelle. Et ensuite, l'étape suivante, ça va être de passer un test d'anglais et les entretiens. Donc, le test d'anglais, c'est un peu comme le test d'aptitude. Soit il y en a parmi vous qui vont être amenés à passer un TOEIC, un TOEFL, l'IELTS ou le test Cambridge, auquel cas vous fournissez votre score que vous téléchargerez donc sur la plateforme. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien sûr passer le test d'anglais avec Passerelle. Et ensuite, vous aurez un entretien individuel à passer dans chaque école que vous souhaiterez sélectionner. Vous pouvez passer un entretien dans les 6 écoles du concours Passerelle si vous le souhaitez. Et ensuite, pour l'admission, nous, ce qu'on va regarder, c'est votre score au test d'aptitude, le test d'anglais et votre note à l'entretien. Et donc là, il faut savoir que chaque école a ses propres coefficients pour chacune de ces épreuves. Donc à la fin, vous aurez une note globale pour chacune des écoles où vous aurez passé un entretien. Maintenant, je fais un petit focus sur les tests passerelles. Donc le test d'aptitude, on le verra tout à l'heure avec le calendrier, vous le passez sur une certaine période. Et cette période, elle va jusqu'à 48 heures après la clôture des inscriptions. Le test d'anglais passerelle, évidemment, vous le passerez uniquement si vous êtes admissible par la suite. Les compétences qui sont évaluées pour le test d'aptitude, donc pour ceux qui connaissent le TAGE, il est similaire au TAGE, notre test. Il dure 1h30, vous avez 60 questions, avec des questions donc d'arithmétique, de capacité rédactionnelle, de compréhension de texte et de raisonnement. Ensuite, vous avez le test d'anglais passerelle qui lui dure 1 heure avec 80 questions. Et là, vous aurez des questions de grammaire, de vocabulaire et compréhension écrite et compréhension orale. Il n'y a pas d'expression à l'oral, mais vous allez avoir des audios et vous aurez des questions sur ces audios.
Quelques informations complémentaires. Donc, ces tests-là, ils se passent 100% en ligne, donc depuis chez vous. Voilà, avec votre ordinateur. Il faut juste avoir une caméra puisque vous avez donc de la surveillance à distance. Et comme je l'ai expliqué, vous aurez une période donnée et à vous, sur cette période, de choisir la date et l'heure où vous souhaiterez passer vos tests. Ensuite, ce sont des tests sur format QCM pour les deux. Il n'y a pas de points négatifs, donc on ne perd pas de points si on répond mal à une question. Et vous avez du brouillon qui est autorisé et qui peut être utile notamment pour le test d'aptitude où vous allez avoir des questions de mathématiques, de logique. Donc, ça peut être intéressant d'avoir du brouillon sous la main. Donc, voilà pour le petit focus sur les tests passerelles. Je précise qu'on passe le TAGE ou le TOEIC, TOEFL ou qu'on passe les tests passerelles, il n'y en a pas un qui est plus valorisé que l'autre. Nous, on vous donne la possibilité d'utiliser un score de TAGE ou de TOEIC, TOEFL, parce que si vous en avez un, autant nous fournir le score et ça vous évite de passer des épreuves supplémentaires. Mais si ce n'est pas le cas, nous, on vous invite à passer les tests passerelles puisque comme ça, vous n'avez pas de frais supplémentaires pour aller payer un test TAGE ou autre. Donc, comme ça, au moins, voilà, chacun a les deux options, à vous évidemment de choisir. Ensuite, maintenant, on va faire un focus sur l'entretien. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous choisirez parmi les 6 écoles là où vous voulez passer un entretien. C'est un entretien individuel qui dure entre 20 à 30 minutes. Et pour vous expliquer ça, peut-être que Jérémy, tu peux nous expliquer en quelques mots, toi, comment ça s'est passé, ton expérience d'entretien. Ouais. Alors, au niveau des entretiens, généralement, on est stressé, mais c'est normal. Il faut savoir qu'on est guidé. Donc, quand on se rend sur l'établissement, il y a des personnes qui nous accueillent, qui nous disent comment ça va se passer, etc. Et au niveau de l'entretien, généralement, ça prend la forme d'une discussion. En tout cas, c'est un peu le cas BSB. Il n'y a pas besoin de mentir en disant, par exemple, qu'on a un projet professionnel ou quoi. Il faut rester soi-même. Et généralement, ça se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On a généralement 2 personnes en face de nous, en jury. Et donc, on se présente au début. Chaque école, il me semble, a sa caractéristique au niveau de l'entretien. Ça peut être un CV projectif ou une photo qu'on amène avec laquelle on va discuter à partir de cette photo. Et ensuite, on va nous poser des questions. Moi, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, j'ai eu des retours de mes camarades aussi. Généralement, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de raison particulière de stresser. Et les entretiens, c'est une bonne expérience. Ça permet aussi de voir, c'est un entretien pour l'école, mais c'est aussi un entretien pour vous, candidat, de voir si l'école vous plaît réellement ou pas. Donc, c'est un entretien dans un sens, mais aussi dans l'autre. Il faut le prendre à double sens, moi, je pense. En effet, et comme tu l'expliquais, en effet, chaque école a son entretien spécifique et vous explique évidemment au moment des entretiens comment ça va se passer. Alexia, est-ce que tu veux compléter ce que Jérémy a dit sur pourquoi il est important cet entretien, à la fois en effet pour l'étudiant, mais aussi pour l'école? Effectivement, c'est ce que disait Jérémy, c'est que cet entretien, pour nous, école, ça nous permet de découvrir la personnalité, le projet d'un candidat, voir s'il est en phase avec aussi l'école, ce qu'on propose, clairement. Donc, pour nous, c'est important de voir vraiment les forces aussi de chaque parcours, de chaque personnalité et comment il va pouvoir s'inscrire aussi dans notre établissement. Mais pour l'élève, c'est aussi la possibilité de voir s'il est vraiment en phase avec les valeurs d'une école. Et ça, c'est très personnel. C'est-à-dire que certains vont peut-être, généralement, quand ils sortent d'entretien, ça m'est arrivé d'être jury de concours, où on se dit, mais il y a eu un coup de cœur. Voilà, il y a eu un coup de cœur, mais qui est réciproque. Voilà, on s'est trouvé, entre guillemets, parce que les valeurs sont partagées. Après, des fois, il y a des personnes, on sait que notre école, peut-être, n'est pas l'école la plus adaptée. Et je dirais, il ne faut pas forcer. Voilà, il faut vraiment trouver l'école qui vous correspond, dans laquelle vous vous sentez bien. Effectivement, il y a des élèves qui vous accompagnent les jours de concours, on les appelle les ambassadeurs, chacun a un nom spécifique au sein des écoles, et ils sont là aussi pour vous rassurer, pour vous aiguiller tout au long de cette étape,
pour vous donner aussi, je dirais, un petit peu le backstage des écoles. Voilà, au-delà d'une plaquette, c'est vraiment échanger avec les candidats sur comment ça se passe concrètement dans une école. Et souvent, c'est ces échanges-là qui permettent aux candidats de se dire, ben oui, oui, en fait, c'est dans cette école que je veux aller. Donc, vraiment, de passer les entretiens, d'aller sur les campus, c'est vraiment important parce qu'on sent une atmosphère, une ambiance. Et ça, c'est indescriptible en fait. Et encore une fois, c'est propre à chacun. Peut-être que dans telle école, vous allez voilà, vous sentir bien et dans telle autre, pas du tout. Et là, voilà, chacun est libre de faire son choix. Oui, vous l'avez expliqué, en effet, les entretiens, c'est un moment important du concours, que ce soit pour les étudiants, mais aussi Mm, pour les écoles. exactement. Alors, donc là, je vous présente le calendrier du concours. Donc, il faut savoir que nous, on organise 2 sessions, donc à deux moments différents de l'année. Vous, en tant que candidat, vous choisissez l'une ou l'autre, on ne peut pas passer les deux. Donc, regardons la session 1. Donc, dans tous les cas, les inscriptions sont déjà ouvertes. Pour la session 1, vous avez jusqu'au 17 janvier pour vous inscrire. Ensuite, entre le 9 et le 19 janvier, vous passez le test d'aptitude passerelle, donc si vous ne communiquez pas de scortage. Vous avez vos résultats d'admissibilité le 24 janvier. Ensuite, du 28 janvier au 4 février, donc là, vous passerez pareil le test d'anglais passerelle si vous le faites avec nous, et vos entretiens dans les écoles, pour avoir ensuite votre résultat d'admission mi-février. Pour la session 2, donc là, les inscriptions se termineront le 25 avril. Du 14 au 28 avril, vous passerez donc le test d'aptitude passerelle. Vous avez vos résultats d'admissibilité le 9 mai. Et du 15 mai au 5 juin, même système, vous passerez l'épreuve d'anglais si vous le faites avec nous et vos entretiens également. Et là, vous aurez vos résultats mi-juin. Et on est sur une rentrée scolaire, dans tous les cas, en septembre 2023. Donc là, voilà, libre à vous de choisir la session qui vous intéresse le mieux en fonction évidemment des dates. Voilà, nous on a mis une session 1 plus tôt parce que ça vous permet aussi pour vous voilà, d'avoir votre place en école dès le mois de février, puis après de vous concentrer sur l'obtention du diplôme que vous préparez actuellement. Ça permet aussi à certains après de pouvoir peut-être aussi chercher un logement plus tôt, etc. Maintenant, on va terminer sur ce point-là, sur le financement. Donc, je vous donne déjà les droits d'inscription au concours. Donc, ils sont de 50 € tout compris. Il n'y a pas de frais supplémentaires, déjà pour aller, par exemple, pour les entretiens dans les écoles ou pour passer les tests passerelles. Et il est totalement gratuit pour les étudiants boursiers. Pour terminer, forcément, il y a un point qui est très important pour les étudiants, c'est le financement de leurs études. On est sur des écoles privées, donc il y a forcément un coût à l'année dans chacune des écoles passerelles. Est-ce que, Alexia, tu peux nous dire voilà, quelques mots sur les solutions de financement qui existent et qui permettent voilà, aux étudiants de ne pas forcément se freiner si c'est ce qu'ils ont envie de faire comme études? Alors effectivement, alors c'est très bien parce que voilà, il y a un petit mémo juste devant. Donc, alors toutes les écoles ont des partenariats privilégiés avec les organismes bancaires. Donc, il faut savoir que il faut pas se freiner en fait sur une question de financement. Il y a des prêts donc à taux zéro pour certaines banques qui permettent du coup d'avancer les frais de scolarité et de rembourser le jour du premier emploi. D'accord? Donc, il y a vraiment ce différé aussi qui permet de ne pas s'inquiéter pendant ses études. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui arrive après. Donc, il y a cette solution. Il y a également des bourses au mérite qui peuvent être proposées au sein des écoles. Donc, après, chaque école aura son propre barème. Il y a une fondation d'ailleurs à Excelia. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des petits jobs étudiants en parallèle de vos études. Jérémy en parlait aussi, souvent dans les écoles, vous avez une job service en fait qui peut vous permettre d'avoir des petites missions à côté et de toucher une rémunération. Donc ça, clairement, ça peut être intéressant. Vous avez aussi la possibilité de toucher les bourses d'État, clairement. Donc, ça aussi, ça vous aide quand même à subvenir, je dirais, à vos besoins d'étudiants pendant cette période de formation.
Vous avez bien entendu les expériences en entreprise, c'est-à-dire les stages, l'année de césure qui sont rémunérés. Aujourd'hui, sur des rémunérations de stage, on a le minimum légal, mais dans certaines entreprises, on peut aller sur des gratifications de stage beaucoup plus importantes, jusqu'à 1 000 euros, voire des fois même un peu plus dans certains groupes. Donc, ça permet aussi d'avoir un petit coup de pouce. L'année de césure, comme on en parlait tout à l'heure, c'est 1 an. Donc, c'est 1 an où voilà, on peut aussi toucher une rémunération, on peut travailler finalement pendant cette année. Et puis, bien entendu, la possibilité de faire une partie de ses études en alternance en 12 ou 24 mois. Donc là encore, voilà, c'est une possibilité d'avoir une prise en charge de ses droits de scolarité par l'entreprise et de toucher une rémunération à hauteur de 75% du SMIC. Voilà, donc ça, c'est vraiment tous les systèmes d'aide au financement qui existent. Vous avez aussi, avec Célia, on a mis en place un simulateur en fait, de coûts pour vous rendre compte aussi de ce que peut coûter aussi l'école dans sa globalité. Donc, n'hésitez pas voilà, à regarder, à contacter les écoles aussi pour connaître les différentes solutions de financement, puisque dans chaque école, on pourra vous aiguiller, vous aider vraiment pour vous accompagner sur votre projet. Mais il faut pas, voilà, il faut pas se bloquer sur cette question-là. Oui, c'est un investissement, mais comme Clémence l'a montré, après, vous avez aussi un salaire de sortie, une employabilité garantie et durable. Et j'ai envie de dire aussi, on voyait les salaires de sortie, mais quand on regarde les résultats des enquêtes 3 ans après, on est aussi sur une évolution salariale, c'est-à-dire que on est globalement à 10 KE au bout de 3 ans supplémentaires. Merci Alexia. C'est vrai que c'est important aussi de rassurer les étudiants parce que voilà, forcément, il y a ces questions de financement qui rentrent en compte. Est-ce que Jérémy, tu peux juste nous expliquer rapidement toi, comment tu finances tes études? Ouais, généralement, tous les étudiants font un prêt étudiant. Il y en a Ou beaucoup. alors, ça arrive que ce soit les parents ou la famille qui finance, tout simplement. Et moi, personnellement, et c'est le cas de la plupart des étudiants, on ne prend pas que le prêt étudiant, on ne prend pas que l'alternance, on combine tout, en fait. Moi, typiquement, j'ai fait un prêt étudiant. L'année dernière, j'avais aussi un job étudiant, donc je travaillais à côté de mes études le week-end. C'est largement faisable, tout le monde peut le faire. Euh, du moins, je pense. Après, il y en a pour qui c'est moins faisable, mais c'est ce que j'ai fait personnellement. Donc, job étudiant, prêt étudiant. Et aujourd'hui, je finis mon master, il me reste 2 ans, mais je le finis en alternance, donc j'ai pas un centime à débourser. C'est l'entreprise qui paye tout et en plus, j'ai un salaire. Donc, généralement, en tout cas, c'est ce que je remarque, les étudiants utilisent un petit peu de tout. Et c'est, je pense, la meilleure stratégie. Euh, à savoir que c'est un investissement. Moi, je connais personne aujourd'hui au sein de ma classe ou au sein de l'école qui regrette cet investissement pour l'instant. Ça peut faire peur, on en a conscience et j'avais peur aussi. Mais en tout cas, je connais personne qui regrette, donc faut pas que ça soit un frein. Merci Jérémy. Donc en effet, on voit que voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour aider au financement. Et Alexia l'a dit, il ne faut pas hésiter à se renseigner directement auprès des écoles ou sur leur site, hein. Il y a toujours une page qui est dédiée au financement de toute façon. Eh bien, on arrive au terme de ce webinaire. C'était un plaisir en tout cas d'échanger avec vous. J'espère qu'on vous a donné beaucoup d'informations. Jérémy et Alexia, est-ce que vous avez un dernier mot pour les étudiants qui sont là aujourd'hui avec nous et qui passeront peut-être le concours passerelle cette année? Ouais. Moi, je reviens juste un petit peu sur ce qu'a dit Alexia tout à l'heure. Déplacez-vous dans les écoles. C'est super important, je pense. Chaque école a sa personnalité, chaque école a ses valeurs. Et alors oui, il faut regarder les écoles en fonction du projet professionnel si on sait déjà ce qu'on veut faire. Mais c'est super important d'avoir une école qui matche avec sa personnalité. On va passer 3 ans dans cette école. C'est important d'être en accord avec cette école. Donc oui, les écoles sont un peu éloignées. Et puis surtout, si vous pouvez passer 24 heures sur le campus quand vous venez passer vos oraux, faites-le. C'est dommage, je trouve, de venir juste passer son oral et de repartir derrière. On ne voit pas tout ce qu'il y a en place derrière.
Donc, que ça soit à Excelia ou à BSB, à Dijon, à Lyon, etc. N'hésitez pas, déplacez-vous sur les campus, dans les écoles, c'est super important. Merci Jérémy. Et Alexia, un dernier mot? Oui, alors moi j'ai envie de vous dire, soyez authentique. Voilà, soyez authentique, restez vous-même. Comme je le disais, on ne cherche pas des clones. Donc vraiment, exprimez qui vous êtes, votre personnalité, votre projet, et il n'y aura aucun problème. N'essayez pas de jouer un rôle, voilà, parce qu'on le voit vite, c'est pas sincère et là, ça ne marche pas. Donc vraiment, voilà, soyez transparents, soyez sincères et essayez de passer au moins effectivement 24 heures lors des concours au sein des écoles, de voir les villes dans lesquelles vous serez peut-être amené à vivre aussi cette expérience étudiante, parce que c'est important. Voilà, vous partez pour 3 ans d'études, donc voilà, il faut vraiment ressentir un petit peu un campus, une ville, avant de faire son choix. Bah, merci Alexia et Jérémy. Déjà, merci pour votre présence ce soir. C'était voilà, des informations, je pense, très importantes pour les étudiants qui ont pu assister à ce webinaire et qui passeront donc peut-être le concours passerelle. Et puis, ben, voilà, pour vous qui nous avez écoutés, on espère que vous avez trouvé toutes les réponses à vos questions. Et puis après, bien sûr, si par la suite vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à aller voilà, sur l'espace contact du site ou évidemment sur nos réseaux sociaux. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne soirée.